Pavlenko. À 8h13, votre invité Sonia Mabrouk qui est députée au Parlement européen. Et professeur agrégé de philosophie, ce qui nous permettra peut-être de méditer sur certains sujets. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Faites-vous partie de ceux qui s'impatientent pour savoir qui sera le ou plutôt la locataire de Matignon ? Alors je crois qu'au-delà de la question des personnes, ce dont on parle trop peu aujourd'hui, c'est la question de la ligne politique qui sera tenue, qui sera défendue. On est au milieu d'une crise globale qui touche le monde occidental, qui touche le monde en général, qui touche notre pays en particulier. Et dans ce moment-là, la question n'est pas d'abord celle des individualités, c'est celle, encore une fois, de la réponse que le futur gouvernement apportera aux défis qui sont devant nous. Si on s'arrête sur ce qui s'est passé au cours du dernier quinquennat, si on s'en tient à ce que le président de la République a expliqué pendant sa campagne, pendant l'entre-deux tours, il y a de quoi être inquiet. Et je crois qu'au fond, ce qui compte d'abord, c'est qu'on y voit plus clair sur la ligne politique des mois qui viennent. On va en parler. Malgré tout, les individualités, ou en tout cas les noms qui apparaissent, font beaucoup parler, notamment la nomination en Matignon de Catherine Vautrin, ex-UMP, qui a rejoint la majorité et qui a provoqué, semble-t-il, une levée de bouclier dans la Macronie du fait de ses positions contre le mariage pour tous, positions jugées réactionnaires, qui sont aussi les vôtres, ces positions. Vous comprenez cette levée de bouclier ? Moi, d'abord, c'est très intéressant de voir que ce nouveau parti qui prétendait dépasser les clivages se fait aussi sectaire, bien plus sectaire même parfois que l'ancien monde qu'il dénonçait. Surtout, je crois qu'au-delà de ces spéculations, encore une fois, on vit quand même dans un climat qui est absolument écœurant. Et En Marche a installé cette espèce de situation dans laquelle on va débaucher des personnes à droite, à gauche. On parle des futurs premiers ministres potentiels. Certains viennent d'un camp, d'autres viennent d'un autre. Ils ont dit des choses totalement contradictoires dans le passé. Tout le monde s'en moque. Vous trouvez ça écœurant ? C'est le mot que vous avez utilisé. Écœurant parce qu'on le voit aussi dans les investitures législatives. Vous avez, ils sont peu nombreux, mais quelques personnes qui vont être approchées, recrutées dans une ambiance d'opacité totale, qui pourraient, après s'être opposées à Emmanuel Macron pendant 5 ans, d'un seul coup rentrer dans sa majorité. Mais qu'est-ce qu'on dirait au milieu d'un championnat de quelqu'un qui quitterait son équipe pour changer de maillot parce que l'équipe d'en face a plus de chances de gagner? Ça n'a aucun sens. Dans le monde d'avant, quand il y avait de vraies différences de fond, de vraies différences intellectuelles entre la gauche et la droite, quand le clivage démocratique était organisé autour de familles politiques qui avaient une ligne claire, on n'aurait pas imaginé qu'un député de droite passe à gauche parce que son camp avait perdu. On n'aurait pas imaginé que quelqu'un d'un seul coup se décide à dire le contraire de ce qu'il a expliqué pendant 5 ans parce qu'il a une chance de trouver une place au soleil. Et ce climat de corruption généralisée, pas généralisée parce que d'ailleurs... généralisée, mais ceux qui changent de maillot, François-Xavier Bellamy, affirment qu'ils le font pour la France. Par exemple précis, que répondez-vous à ceux qui d'ailleurs autrefois étaient dans votre camp, je pense à Éric Woerth et d'autres qui affirment que le président doit logiquement avoir sa majorité pour gouverner et qu'il faut l'aider. Il aura une majorité, il n'y a aucune espèce d'inquiétude. On le sait très bien, on l'a vécu en 2017, l'élan d'une élection présidentielle fait que le président de la République aura très certainement une majorité. Le risque qui guette notre pays, c'est pas que le président n'ait pas de majorité, c'est qu'il n'ait pas d'opposition. Et c'est ça le vrai danger, qu'il n'ait pas d'opposition. La faute à qui ? Est-ce que ce n'est pas les partis traditionnels qui se sont effacés eux-mêmes ? Bien sûr, évidemment. De fait, les partis politiques traditionnels sont dans une crise qu'ils ont sans aucun doute méritée, qui doit les conduire à se remettre profondément en question. Mais pardon, je reviens sur... Vous évoquiez Éric Woerth. Éric Woerth a voté contre tout les budgets présentés par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il rallie Emmanuel Macron. Je suis désolé de le dire comme un citoyen parmi d'autres, je ne vois pas comment cette situation peut redonner confiance en la vie publique, en la vie politique. Je le dis avec l'estime que j'ai pour Éric Woerth parce qu'il a toujours fait un travail d'une très grande exigence sur la question de la dette publique, sur la question des déficits publics. Aujourd'hui, nous devons à l'honnêteté, je crois, de garder la même clarté sur le fait que la dette publique accumulée, y compris pendant les 5 dernières années, d'une manière plus importante encore que pendant le quinquennat de François Hollande, indépendamment de la question du Covid. Emmanuel Macron a plus augmenté les dépenses courantes de l'État que François Hollande. Il a plus augmenté le déficit structurel de l'État que François Hollande. Je ne vois pas comment un député de droite aurait rejoint la gauche parce que la gauche venait de regagner. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, des gens qui se disent à droite rejoignent un gouvernement qui aura mené une politique plus catastrophique que la gauche sur le plan du bilan. Valérie Pécresse n'a pas dépassé 10% des voix dans plus de 10 circonscriptions sur 577. Alors, c'est une autre élection qui se profile avec les législatives, mais malgré tout, est-ce que vous n'allez pas droit dans le mur ou est-ce que votre parti ne va pas être réduit comme un groupe à peau de chagrin ? Est-ce que ce n'est pas l'une de
des principales raisons qui fait que certains rejoignent l'équipe adverse. Certainement, évidemment, notre parti traverse une situation extrêmement difficile. Est-ce que c'est une raison pour, d'un seul coup, changer d'idée? Est-ce que c'est une raison pour abandonner les combats qu'on avait menés pendant des années? Moi, je ne le crois pas. Je pense que ce qui fait que notre famille politique est arrivée si bas dans cette élection présidentielle, c'est d'abord le résultat d'une situation de défiance qui dure depuis très longtemps et qui est le produit de tant de contradictions accumulées, de tant de compromissions parfois. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, si nous voulons reconstruire, nous ne devons pas ajouter de la contradiction à la contradiction, de la compromission à la compromission. Nous devons au contraire entendre cet appel urgent à la clarté qui vient précisément de ce que les électeurs nous ont dit dans cette élection présidentielle. Vous avez critiqué tout à l'heure. Et moi, je ne doute pas, si vous voulez. Je parlais de ces quelques personnes qui sont en train de changer de camp, mais la vérité, c'est que l'immense majorité des élus, l'immense majorité des personnes qui sont engagées à droite et qui le sont restées, elles veulent aujourd'hui cette clarté, et avec les candidats législatifs de notre famille politique, nous avons de quoi construire un groupe solide pour continuer de défendre les idées que nous avons et que nous aurions toujours dû tenter de défendre avec la même constance. Alors, quelles idées, vous nous le direz, mais par exemple, vous dites l'endettement. Mais l'endettement en période de Covid a aussi permis de sauver des entreprises, les entrepreneurs, les patrons, ceux qui s'occupent des PME. Pardon, c'était aussi votre électorat. Est-ce que vous leur parlez encore, ces gens-là? Mais personne ne conteste le fait qu'il ait fallu investir pour faire face à la crise créée par le coronavirus. C'est une certitude. L'Allemagne s'est même plus endettée que la France pour relancer son économie face au Covid. Est-ce un sujet d'inquiétude aujourd'hui? Le problème n'est pas la dette Covid. Le problème, redisons-le, c'est qu'avant que le Covid n'apparaisse sur la surface de cette planète, Emmanuel Macron avait augmenté les dépenses de l'État plus que François Hollande à la même période. C'est ça aussi le bilan d'Édouard Philippe. Et quand j'entends des gens qui disent « nous sommes de droite, nous tenons à la responsabilité envers l'avenir », parce que c'est ça fondamentalement être de droite, c'est se préoccuper des générations qui viennent, eh bien je crois que ceux-là au fond ne peuvent que tomber dans le déni de réalité quand ils croient qu'Emmanuel Macron a mené ou mènera une politique de droite. Et je dis pas ça pour le plaisir de la critique systématique, ce serait absurde de le penser. La responsabilité envers l'avenir, envers les générations futures, c'est aussi la question de l'école. On en a tellement peu parlé dans cette élection présidentielle, mais l'école aujourd'hui traverse une crise absolument inédite et elle dure depuis longtemps cette crise, mais les 5 dernières années n'ont fait que l'aggraver encore. Un rapport tout récent de l'inspection générale sur l'enseignement primaire, publié il y a quelques jours, a montré que l'enseignement primaire n'avait jamais été dans un tel état de fragilité. Si on est préoccupé de l'avenir, si on veut exprimer le souci de la responsabilité envers les générations futures, si on est authentiquement fidèle à cette tradition intellectuelle de la droite qu'il faut reconstruire aujourd'hui, alors évidemment, on doit pouvoir rester, je crois, assez indépendant à l'égard du macronisme pour incarner une opposition. François-Xavier Bellamy, que les sujets n'ont pas été traités, vous tranchez à l'élection présidentielle. La démocratie devrait nous conduire, vous connaissez cette phrase, à exprimer notre idée du bien et du juste. Aristote, bien sûr. Est-ce que cette élection nous l'a permis ? Cette élection, malheureusement, elle s'est déroulée dans un climat de confusion assez grand. Alors, la faute n'en incombe pas seulement aux responsables politiques. On voit qu'on traverse une succession de crises, la crise du coronavirus, la guerre en Ukraine. Tout cela fait que nous avons eu du mal à parler des vrais sujets, mais c'est un vrai problème pour notre pays parce que dans le moment de crise que nous traversons... Vous aviez une élection présidentielle, vous n'avez pas saisi l'occasion de parler des vrais sujets. Alors, quel droit de demain, quelles idées, quel est le début d'une idée aujourd'hui, ce matin, c'est d'abord une responsabilité collective. Encore une fois, le débat politique, on peut tous le constater, je pense, à l'issue de cette élection présidentielle, aura été assez décevant. J'espère que l'élection législative permettra de faire valoir ce débat. En tous les cas, pour ce qui nous concerne, nous entrons dans cette élection législative avec des priorités claires. Pour l'instant, c'est la gauche de la gauche, ou gauche radicale que l'on entend avec Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. C'est un coup politique, selon vous, une mise en scène ? C'est un coup politique, évidemment. On voit que cette union de la gauche se fait aussi sur beaucoup de reniements. Beaucoup d'élus qui rentrent aujourd'hui dans cette alliance le font en abandonnant des combats pourtant essentiels. Aujourd'hui, nous avons un vote important au conseil municipal de Grenoble. C'est un vote dans lequel une partie de la gauche est en train de perdre son âme. Quand on voit que le maire de Grenoble, Éric Piolle, qui est l'une des figures de cette nouvelle union populaire, nous explique que le burkini est un progrès social, c'est son expression. Au moment où en Afghanistan, des femmes sont en train de risquer leur vie parce qu'elles osent manifester contre la burqa. On a le sentiment d'une espèce de trahison bien sûr de la cause des droits des femmes et de la liberté, mais aussi de trahison bien sûr de ce que la gauche avait défendu pendant des décennies. Mais allons plus loin, de quoi est-ce le révélateur ? Éric Piolle mettait en avant l'argument de l'accessibilité d'un service public à tous, affirmant que c'est lui qui défend l'universalisme.
Que lui répondez-vous? Et il met aussi, j'ajoute en exergue, l'égalité, affirmant qu'il veut aussi autoriser les seins nus, burkini, même combat. Quelle est la réponse de François-Xavier Bellamy? La démonstration d'Éric Piolle n'a aucun sens du point de vue intellectuel et elle est scandaleuse du point de vue moral. Éric Piolle voudrait faire comme si le burkini était un vêtement comme un autre. Mais ça n'est pas un vêtement comme un autre. C'est évidemment un message. C'est un message qui dit que le corps des femmes est impur et doit être dissimulé dans l'espace public. Est-ce qu'Éric Piolle assume ce message? C'est à cette question qu'il doit répondre. On n'a pas le droit de s'habiller n'importe comment en démocratie. Et c'est tout à fait vrai, y compris dans les piscines municipales de Grenoble. Demain, on ne viendra pas se baigner dans les piscines municipales de Grenoble avec des vêtements qui porteraient des messages qui sont interdits par la République, qui sont considérés comme illégaux ou même qui sont offensants. La question qui est posée, c'est derrière le vêtement, c'est aussi une question philosophique d'une certaine manière. Il y a un message. Et derrière le burkini, il y a évidemment un message, et un message qui dit en particulier la nécessité de la ségrégation qui porterait sur les femmes. Vous verrez que de toute évidence, après la revendication du burkini, au motif de l'inclusion, on nous expliquera qu'il faut des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales. Au motif de l'inclusion, on expliquera qu'il faut des créneaux dans lesquels, par exemple, les femmes doivent impérativement venir vêtues. C'est ce qui se passe déjà en Allemagne. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Comment alors mener ce combat culturel? Et il faut mettre le au-delà des dénonciations dans un micro ce matin, comment mener ce combat culturel? C'est fondamental de dénoncer parce que vous le savez mieux que personne, chère Sonia Mabrouk, derrière ce combat, il y a évidemment le travail de l'islamisme qui est en train de progresser. Je le vois aussi dans les institutions européennes. Les institutions européennes sont gangrenées par le même type d'associations que celles qui sont en train d'entourer la mairie de Grenoble aujourd'hui à travers cette alliance citoyenne. Dans les institutions européennes, on voit des associations comme Femiso qui sont partie prenante du travail de la Commission, du Conseil et qui donnent naissance à ces campagnes incroyables, campagnes de publicité qui nous dit c'est le Conseil européen, la Commission qui finance ces campagnes, que la joie est dans le hijab, ou que la liberté est dans le hijab. Ça veut dire qu'il y aurait un laisser-faire demain à votre place. Il y aura le président du Conseil européen, Charles Michel, qui répondra à nos questions. Je lui poserai justement cette question. Est-ce que vous dites qu'il y a un laisser-faire de la part des instances européennes face à un islamisme rampant? Bien sûr, il y a un mélange d'une forme de compromission, d'une incroyable paresse ou d'un déni de réalité qui nous fait ne pas regarder en face le danger réel qui se trouve derrière ces tentatives pardon, je cherche le terme, mais on voit bien d'entrisme, voilà, d'infiltration, parce que c'est de cela qu'il s'agit, l'infiltration d'une idéologie qui cherche à retourner nos institutions elles-mêmes, chargées de défendre la liberté et l'égalité et la fraternité contre les idéaux que nous avons le devoir de défendre. Vous dites, François-Xavier Bellamy, qu'Éric Piolle en est le visage, et vous parlez de trahison avec l'union des gauches, mais l'union des droites a été un échec, ça ne marche pas, en tout cas pour le moment, ça n'a pas marché à la présidentielle comme le souhaitait Éric Zemmour. Il n'y a pas d'équivalent à droite de l'union des gauches. Pourquoi, selon vous ? D'abord, il y a un vrai problème de fond, il faut quand même le dire, quand nous entendons la campagne qui a été menée par Marine Le Pen, qui est arrivée au premier tour à se qualifier au premier tour de cette élection présidentielle. C'est une campagne qui, à bien des égards, est une campagne de gauche, en réalité, sur les questions économiques, sur les questions sociales. Et d'ailleurs, quand vous regardez où Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores, eh bien, elle les réalise dans une France populaire à laquelle notre famille politique a le devoir de parler à nouveau. Les diverses sensibilités de gauche ont su surmonter leurs difficultés, leurs différences, pourquoi pas à droite? Et la vérité, c'est que aujourd'hui, si vous regardez ce qui a constitué le cœur de l'entre-deux tours de cette élection présidentielle, on a le sentiment que les deux candidats qui s'étaient qualifiés ont tenté de parler d'abord à l'électorat de gauche. C'est le grand paradoxe de cette situation que traverse notre pays. C'est que je crois les questions qui préoccupent les Français, la question de notre rapport au travail, la question de la manière dont nous pourrons construire notre modèle social pour l'avenir, la question de la réindustrialisation de notre pays, la question environnementale bien sûr, qui est une question profondément conservatrice en un sens, la question de l'école, ça dépend de la quel question point de la vue sécurité, place, hein. La question écologique profondément conservatrice de les faire sursauter quelques-uns. Non, la question écologique est au sens littéral du terme une inquiétude pour ce qui nous précède et que nous avons le devoir de transmettre. Et la droite aurait toujours dû, peut-être vous parliez du travail intellectuel que nous avons devant nous, la droite aurait toujours dû se saisir de cette question environnementale. Ça fait très longtemps que je le dis et nous sommes nombreux d'ailleurs à le dire à droite aujourd'hui. Donc nous ne parlons que de l'union des gauches alors que selon vous, si je vous entends ce matin, le pays reste idéologiquement et intellectuellement à droite. Tout ça pour vous dire qu'au fond, le grand sujet, c'est comment réussir à réunir l'électorat de la droite en faisant ce travail intellectuel fondamental pour qu'il puisse de nouveau être représenté par notre famille politique. L'élection qui vient de se dérouler est évidemment un signal d'alerte pour nous, mais c'est aussi un signal d'alerte pour la France. Je vais conclure.
conclure, parce que vous m'aviez dit à ce même micro, François-Xavier Bellamy, avant le premier tour de la présidentielle, qu'entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, vous voteriez Éric Zemmour. N'est-ce pas là l'erreur stratégique d'une partie de la droite, justement ? L'erreur stratégique aurait été et serait, et je le vois aujourd'hui plus que jamais, de se laisser dissoudre dans le macronisme. Et au fond, on le voit, et la question que vous m'aviez posée, elle ne correspondait pas à une réalité du deuxième tour, puisque le deuxième tour n'était pas dans cette configuration, mais on voit très bien que l'injonction qui nous est faite en permanence, c'est d'avoir à choisir, d'une certaine manière, entre le fait de disparaître d'un côté ou de l'autre, du côté du Rassemblement national ou du côté du macronisme. Je crois que c'est ce qui paralyse la vie démocratique française aujourd'hui. Et c'est à cette injonction qu'il faut tenter d'échapper en reconstruisant un débat démocratique qui soit authentiquement pluraliste. Eh bien, on le verra déjà, l'épreuve des faits aux législatives et plus tard. Merci François-Xavier Bellamy d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous. Merci François.